Bonsoir à tous. Alors, il m'appartient de faire la conclusion, mais ma conclusion ne sera pas une synthèse de tout ce qui a été dit. La journée était très dense. Je pense que tout le monde a hâte de rentrer dans ces territoires d'origine, et je pense que je vais être court. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements pour l'organisation de cette journée et dire que la PCA a été ravie d'y participer, de vous accueillir ici à Paris pour un lieu intense de débat, et je crois que cette journée a tenu toutes ses promesses en la matière. Alors moi je voudrais souligner quelques points importants, dire d'abord que le sujet de l'ammoniac, le sujet des particules est pour le secteur agricole un enjeu majeur au niveau de la qualité de l'air, et cela marque évidemment la prise de conscience pour le secteur agricole d'un sujet émergent, puisqu'il y a à peine 10 ans on ne parlait pas de la qualité de l'air. Cela marque également la trajectoire pour l'agriculture d'intégrer la dimension air, sans culpabiliser, sans dénoncer, sans passer en force. L'objectif étant de fixer une entrée positive, car la qualité de l'air s'inscrit dans une démarche plus globale de l'évolution adoptée par l'agriculture, en tenant compte des attentes sociétales et en prenant en compte la durabilité. Elle s'inscrit dans le cadre de l'approche globale des systèmes agricoles, notamment dans l'interaction entre les grandes cultures et l'élevage. On n'a peut-être pas assez dit aujourd'hui, mais je pense que c'est un point très très important. La qualité de l'air ne doit pas se résumer évidemment à la montée du doigt de l'agriculture lors des pics de pollution de printemps. L'agriculture subit, faut-il le rappeler, ça a été dit tout à l'heure, mais brièvement, subit la pollution de l'air, a des impacts sur les rendements. Je rappelle les chiffres cités sur la production de blé en Île-de-France qui impacte les rendements de 10 à 20%, et je souligne l'impact sur le secteur des fruits et légumes, l'impact sur le secteur forestier, et je souligne à cet instant la collaboration entre la PCA et l'INERIS dans le cadre du projet Apollo sur la quantification des pertes pour l'agriculture. Alors la directive NEC, on en a parlé, et sa déclinaison française avec le PREPA fixe des objectifs de réduction moins 13% d'ammoniac concernant la France en 2030. Le contexte européen montre qu'une majorité d'États membres, 22 États pour être exact, considèrent qu'ils ne sont pas certains d'atteindre les objectifs en 2030. Évidemment, comme une majorité d'États sont soumis au contentieux, une vingtaine, sur le dossier des particules et du dioxyde d'azote. Le sujet de l'air étant de rendre visible l'invisible, de s'affranchir des frontières en l'occurrence, il me semble que la dimension européenne, dans les inventaires et dans les flux, dans l'air comme dans les effluents, j'avais en mémoire une trajectoire d'effluents venant du Benelux vers la France importante. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de ces dimensions et peut-être accentuer les dimensions européennes plutôt que nationales. Je dois dire à cet effet que des actions transfrontalières peuvent être menées. On a en tout cas, je me fais le porte-parole de ma région Grand Est, qui est très transfrontalière. On a, lors d'un colloque en décembre dernier à Kehl, près de Strasbourg, imaginé des collaborations entre différents pays, et notamment au-delà du Benelux et de l'Allemagne avec la Suisse, sur ces problématiques de qualité de l'air. Alors, une politique agricole proactive sur le sujet de l'air, et notamment sur le volet investissement, dans le cadre du programme de développement rural, qui est sous-utilisé sur ce volet, nous dit-on, serait évidemment utile par rapport à tout ce qu'on a dit en termes de moyens, et je vais y revenir. Alors évidemment, il faut avoir une vision qui combine à la fois la dynamique des investissements, l'adaptation des techniques et des technologies, et aussi de la souplesse réglementaire. L'harmonisation et la cohérence dans l'Union européenne est nécessaire. Je pense notamment au sujet des inhibiteurs d'uréase qui seront rendus obligatoires en 2020 en Allemagne, par exemple sur l'urée. Et aussi l'enjeu de la nouvelle PAC, de la politique agricole commune, qui pourra être pertinent qu'à la condition qu'on ait une approche intégrée, notamment des différentes directives et des différentes politiques agricoles. Je veux parler de la directive nitrate par rapport à l'air, où il y a quelques contradictions à gérer. On en a parlé également aussi tout à l'heure, la cohérence pragmatique pour certains enjeux, les enjeux sanitaires.
où il faut laisser les stockages à l'air, où on encourage le stockage à l'air, où on empêche l'utilisation du matériel en commun. Donc il faut avoir à un moment donné, au-delà des directives et des politiques diverses, avoir une cohérence d'ensemble et globale. Il faut avoir donc à tous les niveaux, européen, national et local, une politique intégrée qui colle à la réalité du terrain, qui exige de combiner les dimensions R les conditions de travail et les moyens humains. On n'en a pas beaucoup parlé aussi aujourd'hui, mais c'est très important de les intégrer, et aussi les approches sociétales. Le tout sur fond de finalité économique, car les gains, notamment en matière d'ammoniac, sont réels. On l'a bien visualisé tout au long de l'après-midi en particulier. Sur la déclinaison nationale, sur le prépa, le guide des bonnes pratiques devra rester un document guide, avec un temps plus ou moins long d'appropriation et de pédagogie, mais en aucun cas un document réglementaire. L'accompagnement et le conseil auprès des exploitations doit rester un axe fort, essentiel. Les outils d'aide à la décision, j'ai bien aimé l'exemple wallon sur le calculateur de bilan à la ferme. On en a certainement aussi en France, mais en tout cas, il faut les combiner, les encourager, ou encore les outils de pilotage de la fertilisation minérale et organique qui doivent permettre de visualiser, d'appréhender l'efficience de tous les fertilisants sur le volet R. Le volet évolution des systèmes, j'y reviens sur l'alimentation des animaux et l'ajustement de l'appart azote, mais aussi sur la combinaison des différents fertilisants organiques et minéraux, sur l'allongement des rotations, sur la part des légumineuses, et enfin le volet investissement qui, concernant l'évolution des élevages, l'évolution en termes d'agroéquipement, passe par les investissements sur les compartiments bâtiments, stockage et épandage. Et enfin, cela passe également par de la formation et de l'innovation. Mais de l'innovation, on en a encore vu sur le matériel à l'instant. Alors, dans ce contexte, des dispositifs d'accompagnement financier sont évidemment indispensables pour être plus performants demain dans les pratiques. Alors, le dispositif type agraire, évidemment qu'il faut renouveler. J'ai bien noté le représentant du ministère qui parlait d'un volet accompagnement du plan prépa. Donc moi j'attends de voir la suite. Effectivement, le PCAE ne suffira pas pour accompagner. Je dois dire aussi, et je me permets de ressouligner, que la taille moyenne des élevages en France ne se résume pas aux tailles IED. Et qu'en France, on a évidemment une concentration d'élevage IED plutôt dans l'Ouest, mais si on balaye la carte de la France, on a des élevages qui sont plutôt de taille modeste, avec une densité très moyenne, et donc des capacités de financement qui sont ajustées à ces tailles. Enfin, je voudrais aussi souligner que le volet fiscalité écologique, qui est en filigrane dans des dispositifs, on a vu ça dans les dispositifs à l'étude au niveau national, me paraît contre-productif et contradictoire par rapport à toute la dynamique qu'on vient aussi d'évoquer aujourd'hui et que je viens brièvement de rappeler. Il s'agit effectivement de mettre d'abord en avant les gains économiques par rapport à la volatilisation. Je me permets aussi de dire un mot sur le volet phyto, qui n'était pas le thème de la journée, mais qui fait partie du dossier qualité de l'air, qui n'est pas, je le rappelle encore une fois, dans le champ des polluants réglementés, mais qui fait partie de l'approche globale, et ça vous a pas échappé, qui fait partie aussi du débat sociétal. Alors l'action repère, concernant ce volet phyto, qui est conjugué par les chambres d'agriculture, mais pas que, par l'enseignement, par la recherche, et qui a pour objectif, et qui aboutira en 2020, qui n'a pas de rapport avec la campagne de mesures actuelle des ASCOA, qui n'est pas le même sujet, mais qui va permettre d'appréhender la dynamique des phytos dans l'air et qui nous permettra également d'asseoir des pratiques de mise en œuvre pour limiter leur diffusion. Et je pense que c'est important qu'on aille et qu'on montre notre investissement à tous les niveaux sur la qualité de l'air. Donc en conclusion, je me permettrai de dire que je suis confiant, car l'appropriation du monde agricole sur l'ammoniac, mais comme je l'ai indiqué, sur tous les paramètres qui concernent la qualité de l'air est bien réelle.
Le réseau des chambres d'agriculture s'investit depuis quelques années sur le sujet. On a maintenant dans chaque région un correspondant technique sur la qualité de l'air. Dans la plupart des régions, il y a un élu qui siège dans les ASCA et je me félicite du partenariat que nous avons avec Atmos France sur le sujet, avec un objectif, je le rappelle, c'est d'aborder la question de la qualité de l'air de manière scientifique et factuelle. Enfin, les chambres d'agriculture, les structures de développement, quelles qu'elles soient, intègrent désormais de plus en plus un volet air dans le conseil technique lié aux pratiques agricoles. Donc moi, je me félicite de cette dynamique enclenchée et à l'heure où je termine mon mandat d'élu dans les chambres d'agriculture, eh bien, je souhaite, permettez-moi de le dire comme ça, un bon vent à la qualité de l'air en agriculture. Merci.